Les podcasts du Figaro. Pour ne plus entendre les ululements des aliénés de l'hospice situé sur les hauteurs de Fourvière, Charles a enfoncé sa tête sous le traversin. Il est rugueux et d'une propreté douteuse. D'ailleurs, tout est sale au Collège Royal de Lyon. Les murs, les dortoirs, les classes obscures. Durant les longues heures d'études, Charles ne peut s'empêcher de jacasser, grimacer, ce qui lui vaut presque toujours un pinsomme et une privation de sortie. Il supplie alors sa mère de venir le voir. Elle y consent rarement. Si seulement les démons de l'antiquaille pouvaient cesser de se prendre pour des hiboux. Charles essaierait de revivre les jours heureux où il se promenait avec son père dans le jardin du Luxembourg. Bonjour, je suis Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe au Figaro hors-série. Dans cette série du podcast Les Récits du Figaro, je vais vous conter l'histoire de ce jeune homme, Charles Baudelaire, qui est né il y a 2 siècles, en 1821. Je vous invite à découvrir avec moi durant 2 épisodes le destin contrasté de ce poète. Charles est né le 9 avril 1821. Il est l'enfant du second mariage de François Baudelaire avec Caroline Dufay, une orpheline élevée par un de ses proches. François Baudelaire avait les cheveux blancs et des sourcils très sombres, mais son fils ne parvient pas à se rappeler la couleur de ses yeux. Pourtant, il a gardé la mémoire de son phrasé et de sa politesse qui fleuraient bon l'Ancien Régime. Né dans une famille de cultivateurs aisés, il était devenu prêtre, puis précepteur chez le comte de Choiseul-Praslin. Durant la Révolution, il s'est défroqué, puis marié. Très tôt, François Baudelaire a initié son cadet au latin, à la peinture et à la poésie, lui-même ne dédaignant pas de laver des aquarelles et composer quelques sonnets. En 1825, la santé de François Baudelaire a commencé à se dégrader. 2 ans plus tard, il est mort à l'âge de 68 ans. Charles, 6 ans, a pleuré dans les bras de Mariette, la fidèle servante de la famille. Mais très vite, il s'est réjoui d'avoir sa mère pour lui tout seul. Il pouvait se blottir contre elle, enfouir son visage dans ses robes, ses corsages, comme il sentait bon. Peu après le décès de son mari, durant l'été, Caroline a loué une maison blanche à Neuilly. Ils y ont passé de longues soirées à parler, ou le plus souvent à se taire, tandis que le soleil, lentement, déclinait. Bonheur. Un jour, un homme en uniforme est apparu. Militaire de carrière, Jacques Opic avait belle prestance. Bientôt, Caroline et lui se sont mariés. Adopté par son beau-père, Charles a voulu lui complaire et écouter ses récits de campagne en Espagne ou en Afrique. Mais très vite, papa a décidé que son mioche devait rejoindre une pension. Car il ne faut pas qu'un garçon s'amollisse au sein du foyer familial s'il veut devenir un homme. Charles ne sait pas si c'est ce qu'il désire. Il voulait en ce temps-là être pape ou comédien à cause des beaux habits qu'il porte. Au Collège Royal de Lyon, sa scolarité se passe plutôt bien. Il est toujours dans les 10 premiers de sa classe, mais dès 1833, en 5e, Charles se sent soudain écrasé d'ennui. Il commence à remettre au lendemain ses devoirs. Dans ses lettres à sa mère, il ne cesse de mettre en avant ses bons résultats. Il promet de ne plus lambiner. Charles découvre les plaisirs du patinage sur le Rhône, la danse dont il s'entiche à la folie, ainsi que le théâtre. Il commence à écrire des poèmes. Hugo et Lamartine sont ses idoles, tout en ne refusant ni le coup de poing avec des camarades brutaux, ni la mutinerie contre des pions qui abusent de leur pouvoir. En 1836, Charles est fou de joie à l'idée de retrouver la capitale. Son beau-père le fait entrer à Louis le Grand, assurant le proviseur que son fils fera honneur au collège. La plupart de ses condisciples le trouvent bizarre, poseur, extravagant dans ses tenues. Mais nul ne peut contester ses aptitudes, et Charles se laisse embrigader dans la grande affaire de Louis le Grand, le concours général. Il y brille. Mais avant même de passer son bac, Charles est renvoyé du collège. Non seulement il a refusé de montrer le mot que lui avait glissé un camarade, mais il a ricané à la face du directeur après l'avoir avalé. Lui-même ne le sait pas encore, mais à 17 ans, il vient d'entrer en rébellion. Après avoir passé son bac, Charles hésite longtemps avant de s'inscrire à la faculté de droit.
Il ne la fréquente guère. Les rapports avec son beau-père sont de plus en plus tendus. Charles n'accepte pas qu'on lui dicte sa conduite. Il n'obéit qu'à ses propres penchants, musarder, flâner, écrire des poèmes. Auguste d'Ozon, un ancien camarade de Louis le Grand, l'introduit à la pension Bailly, sur les hauteurs de la montagne Sainte-Geneviève, où des jeunes gens rêvent comme lui de devenir poètes, romanciers ou dramaturges. Avec eux, il fréquente assidûment cafés et gargotes du quartier latin. Charles se retrouve souvent chez Louis Ménard, un autre ami, avec qui il s'initie à la pommade verdâtre. Cette confiture à base de hashish donnera la colique à Baudelaire. Ses expériences amoureuses ne sont pas beaucoup plus heureuses. Il fréquente Sarah la Louchette, une prostituée, et attrape une blénorragie, première des maladies vénériennes dont il souffrira toute sa vie. Très vite, Charles accumule des dettes. Pour s'habiller, faire le dandy. Bientôt, les impayés s'élèvent à plus de 3000 francs. Il est contraint de demander l'aide de son demi-frère Alphonse. Ce dernier est scandalisé par tant de légèreté, d'inconscience. Le découvert sera finalement réglé à l'issue d'un conseil de famille. Le général Opic ne se contentera pas des mines contrites de Charles. Il décide d'éloigner son fils adoptif des pavés de Paris. Il devra s'embarquer pour une longue croisière jusqu'à Calcutta, à bord d'un 3-mâts commandé par le capitaine Pierre Salise. Charles se soumet à la punition. Le 4 juin 1841, le paquebot des mers du Sud lève l'ancre. Charles a arrimé un haut de forme sur sa tête. Il boude les autres passagers quand il ne les assomme pas d'impertinence. Il s'ennuie, bougonne, maugré, sans se rendre compte que la mer, sa houle, le ciel changeant, les marins aux mains calleuses et les albatros de passage qu'ils s'amusent à abattre s'insinuent dans sa mémoire. L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Après le cap de Bonne-Espérance, au milieu de l'océan Indien, le 3-mâts est pris dans une violente tempête. Le capitaine Salise, qui s'est attaché à Charles malgré ses bizarreries, constate que le jeune homme a du cran. Alors que la plupart des passagers sont calfeutrés dans les cabines, Charles aide de son mieux les matelots à redresser le navire. Endommagé, le paquebot des mers du Sud ne peut pas continuer sa route. Il va mouiller au large de Port-Louis. Charles prévient le capitaine qu'il est déterminé à interrompre cette croisière le plus vite possible. En attendant, il débarque à terre et s'installe dans un hôtel. Décontenancé de prime abord par la végétation luxuriante de l'île, Baudelaire s'imprègne de ces parfums inconnus qui plus tard donneront à ses poèmes leur singularité. Il ne reste pas non plus insensible au charme exotique des femmes, admirant la liberté de leurs mouvements, le naturel avec lequel elles l'accueillent dans leur case. Parfois, il s'y attarde. Le 18 septembre, le paquebot des mers du Sud peut quitter l'île Maurice pour rejoindre celle de Bourbon. À Saint-Denis, Baudelaire ne mettra pas pied à terre avant que le capitaine Salise ne lui ait trouvé un bateau qui s'apprête à faire route vers la France. Le 15 février 1842, Charles débarque à Bordeaux, d'où il écrit au général Opic qu'il croit être revenu avec la sagesse en poche. Depuis sa majorité, Baudelaire a hérité de la fortune que lui a laissée son père. Enfin libre de vivre à sa guise, il commence par s'installer sur l'île Saint-Louis, puis rue Vaneau, avant de revenir quai d'Anjou, et finir par louer un appartement au 3e étage de l'hôtel Pimaudan. Il fait tapisser la pièce principale d'un précieux papier glacé rouge et noir pour y donner des dîners raffinés servis par un domestique. Sans cesse, il change de mobilier, achète des tableaux, des gravures, des livres qu'il fait somptueusement relier. Il se ruine en chemises, gants, costumes, noirs la plupart du temps, qu'il agrémente de foulards, en soie.
Sa folie dépensière ne connaît plus de limites. L'argent file, les créances s'accumulent. Sa maîtresse, Jeanne Duval, joue les utilités au théâtre de la Porte Saint-Antoine quand elle ne tapine pas. Elle le trompe, elle le ruine. Il enrage, mais poursuit cette liaison fiévreuse avec sa mulâtresse. Jeanne lui inspire bien des vers et déplaît tant à sa famille. Sed non satiata. Bizarre déité, brune comme les nuits, au parfum mélangé de musc et de havane, œuvre de quel Kobi, le Faust de la savane, sorcière aux flancs d'ébène, enfant des noirs minuits. Je préfère aux constances, à l'opium, aux nuits, l'élixir de ta bouche où l'amour se pavane. Quand vers toi mes désirs partent en caravane, tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis. Par ces deux grands yeux noirs, soupiraux de ton âme, ô démon sans pitié, verse-moi moins de flamme. Je ne suis pas le Styx pour t'embrasser 9 fois, hélas. Et je ne puis, mégère libertine, pour briser ton courage et te mettre aux abois dans l'enfer de ton lit, devenir Proserpine. Insouciant du lendemain, Baudelaire mène la vie de bohème des jeunes littérateurs parisiens. Ils se réunissent dans les cafés, les tavernes, les cabarets, pour y tenir des discussions sans fin, lire leur prose ou des sonnets, boire du vin blanc, jouer au billard, fumer des cigares, et pour médire la direction des revues auxquelles ils collaborent occasionnellement. Baudelaire, pris à la gorge, hypothèque pour la 2e fois 4 terrains à Neuilly avant de les vendre. L'orage se lève. Il le sait, il le sent. Conscient que sa mère pourrait le placer sous conseil judiciaire, Charles prend les devants et signe une procuration qui institue Caroline Opic et le notaire de Neuilly, Narcisse Ancel, administrateur de ses biens. Il pense avoir paré au danger, mais très vite, il recommence à signer des lettres de change. La famille se réunit. Le 21 septembre 1844, Narcisse Ancel devient son conseil judiciaire. Il place ce qui reste de fortune à Charles, qui ne recevra plus que 2400 francs par an, soit 200 francs par mois, une somme que le notaire estime suffisante pour un jeune célibataire. Fureur, rage de Charles Baudelaire, contre sa mère surtout. Il l'a toujours aimée, elle vient de le trahir. Il ne dit mot à ses amis du désastre qui le frappe. Avec eux, il va continuer à collaborer à des journaux satiriques comme Le Corsaire, fréquenter théâtres et expositions, publier anonymement ou sub pseudonyme des poèmes, ainsi que quelques facéties. Il médite déjà une édition personnelle de ses vers. Il ne cesse de les ciseler, polir et sculpter. Chaque jour, Baudelaire se rend au Louvre pour contempler les tableaux flamands, italiens, français, mais surtout la toute nouvelle galerie des artistes ibères. Murillo, Zurbarán, Ribera le fascinent par leur férocité bizarre. Le Greco et Goya le transportent. Le culte des images fut sa première passion. Il en a hérité de son père. Il décide de rendre compte du Salon de 1845, une exposition annuelle des artistes vivants. Le texte de Baudelaire paraît le 10 mai. Il s'y montre tranchant, rigoureux, célébrant Delacroix et éreintant avec férocité Horace Vernet. Malgré des articles flatteurs dans la presse, sa brochure se vend mal. Charles est affecté. Tout soudain lui pèse, le lasse, le désespère. Le 30 juin 1845, il adresse une lettre à son conseil judiciaire. « Je me tue sans chagrin. Je me tue parce que je ne puis plus vivre. » Il se donne un coup de couteau dans la poitrine. La blessure n'est pas profonde. Il est soigné par Jeanne, puis poursuit sa convalescence au domicile des Opic. Fatalement, son beau-père entend lui imposer sa règle et le somme de reprendre ses études. Baudelaire s'inscrit à l'école des Chartes. Il ne la fréquentera pas plus que jadis la faculté de droit. Entre 2 querelles avec le général, il finit par quitter la place Vendôme, laissant une lettre à sa mère dans laquelle il affirme qu'il accepte désormais l'idée de vivre durement. Tout en affectant de mépriser la presse, Baudelaire y écrit de plus en plus. Il traite les directeurs des journaux auxquels il propose ses poèmes de canailles, mais ne cesse de faire leur siège. À 25 ans, il s'est permis de donner des conseils aux jeunes littérateurs. Conseils que lui-même se garde bien de suivre. La politique,
Charles ne s'en soucie que de loin en loin, et de toute façon, le propre du dandy est de varier d'opinion, comme il change chaque jour de chemise. Pourtant, lorsque la révolution de 1848 éclate, au grand étonnement de la plupart de ses amis, Charles y adhère. Dès le 22 février, on le voit sur les Champs-Élysées où les gardes municipaux à cheval tentent d'empêcher les attroupements. Le lendemain, il est dans le quartier de Saint-Denis, où les insurgés ont dressé des barricades. Lorsqu'il arrive boulevard du Temple, la démission de François Guizot, le ministre Hony, est annoncée. Gardes nationaux, ouvriers et polytechniciens en uniforme, bras dessus, bras dessous, crient déjà victoire. Baudelaire ne peut dissimuler sa déception. Tout s'est passé trop vite. Il n'a pas eu le temps de savourer ce qu'il appelle le plaisir naturel de la démolition. Le 24 février, la messe est dite. Le roi Louis-Philippe a pris la fuite et un gouvernement provisoire s'est constitué pour préparer les élections. Parmi les premières mesures prises par la Deuxième République figure la liberté de la presse. Baudelaire se précipite dans la brèche pour animer une première poussée de fièvre révolutionnaire. Il fonde avec quelques proches un journal, Le Salut public. Faute de moyens, 2 numéros seulement pourront paraître. Au mois de juin, la fermeture des ateliers nationaux, créés pour résorber le chômage, provoque une nouvelle flambée de violence. Baudelaire, cette fois, reste à l'écart. Il tente cependant de rentrer en contact avec Proudhon, dont l'anarchisme le séduit. Il lui écrit afin de l'avertir d'un danger qui le menacerait. Le penseur du socialisme libertaire se dérobe, puis finit par dîner avec son admirateur. Au cours du repas, Proudhon jase beaucoup. Il mange davantage encore, mais ne boit presque rien. Déçu par le personnage, Baudelaire en conclut que l'homme est un bon bougre, mais ne sera jamais un dandy. Au mois de décembre 1848, Baudelaire assiste à l'élection triomphale de Louis-Napoléon Bonaparte, avec indifférence. Sa fièvre révolutionnaire est retombée. Ce fut peut-être un jeu de rôle, ou bien une façon d'assouvir le besoin de violence qui parfois le saisit. Contre lui-même lorsqu'il a tenté de se tuer, contre son beau-père quand quelques mois plus tôt il s'était retranché derrière une barricade avec un fusil flambant neuf et tonitruait « Il faut aller fusiller le général au pic !» Ce dernier, pragmatique, s'est rallié à la République. Il a été confirmé dans ses fonctions de directeur de l'école polytechnique, puis nommé ministre plénipotentiaire auprès de la Sublime Porte. Au mois de mai, il rejoint avec Caroline son poste d'ambassadeur à Constantinople. Durant toute cette période d'agitation, Baudelaire se serait mis, selon Charles Asselineau, en grève littéraire. En réalité, il n'a jamais cessé de penser à la publication de ses poèmes. Il orchestre inlassablement leur musicalité. Il a même trouvé un nouveau titre, Les Limbes. Charles Baudelaire a découvert Edgar Poe en 1847. Il a tout de suite reconnu en lui son semblable, son frère. Le 15 octobre 1851, il demande à un libraire de commander à Londres toutes les œuvres de l'auteur américain. Il s'y contemple comme dans un miroir. Poe dénonce l'Amérique, cette cohue de vendeurs et d'acheteurs. Elle est une prison pour lui. À Paris, Charles se heurte lui aussi souvent à des murs d'incompréhension. Ils ont vécu les mêmes déconvenues littéraires, les mêmes difficultés financières, les mêmes crises de stérilité qui paralysent souvent les écrivains dont les nerfs sont à fleur de peau. Leur fraternité est celle du guignon. Charles est décidé à faire connaître en France l'œuvre de Poe. Pour ses traductions, il harcèle inlassablement des anglicistes, des professeurs britanniques, des Américains de passage. Il ira jusqu'à interroger un tavernier anglais, établi rue de Rivoli, afin de comprendre des expressions proverbiales et certains termes argotiques. Après plusieurs échecs auprès d'éventuels éditeurs, il finit le 3 août 1855 par signer un contrat avec Michel Lévy pour 2 volumes, Les Histoires d'Extraordinaire et Les Nouvelles Histoires d'Extraordinaire. Charles ne se contente pas de faire connaître son frère. Il va se lancer dans de nouvelles aventures journalistiques qui resteront sans lendemain, mais aussi tenter d'assouvir sa passion pour le théâtre. 10 ans après l'échec d'Idoléus, un drame, et plusieurs autres projets, dont un opéra, il récite lors d'un souper Le vin de l'assassin.
Le vin de l'assassin. Ma femme est morte. Je suis libre. Je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire, je l'ai jetée au fond d'un puits, et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. Au nom des serments de tendresse dont rien ne peut nous délier, et pour nous réconcilier comme au beau temps de notre ivresse, j'implorai d'elle un rendez-vous, le soir, sur une route obscure. Elle y vint, folle créature. Nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi, je l'aimais trop. Voilà pourquoi je lui dis « Sors de cette vie ». Hippolyte Tisserand, comédien réputé de l'Odéon, dresse l'oreille et vient lui proposer de transformer son poème en drame. Charles s'enthousiasme, mais il va passer plus de temps au théâtre qu'à son écritoire. Il veut y changer les décors, supprimer la division de la pièce en actes. Il palabre, il pinaille, mais n'a rien rédigé, ou presque, lorsque Tisserand doit partir en tournée. Sa vie sentimentale est tout aussi brouillonne. Il a rompu avec Jeanne, son tourment. Depuis 1852, il fréquente le foyer littéraire d'Apollonie Sabatier, qui fut figurante à l'opéra, avant de devenir un modèle très apprécié des peintres. Non seulement à cause de la beauté de son corps, mais aussi pour sa bonne humeur et son esprit vif. Elle devient la maîtresse d'un riche industriel d'origine belge, qui l'installe rue Frochot. Elle prend l'habitude d'y inviter le dimanche une douzaine d'amis. Baudelaire a rejoint cette bacchanale intellectuelle, selon l'expression de Théophile Gautier, qui en est un habitué. Tout le monde est plus ou moins amoureux d'Apollonie. Charles décide de le devenir lui aussi. Durant 1 an et demi, tel un adolescent, il adressera plusieurs lettres anonymes à une femme trop gaie, joignant à ses missives quelques poèmes, avant de cesser ce marivaudage épistolaire. Entre-temps, il est devenu l'amant de Marie d'Aubrun, une actrice de théâtre capricieuse et volage. Marie lui inspirera quelques pièces des Fleurs du Mal, dont l'Invitation au voyage. Elle était la maîtresse de Théodore de Banville, elle le redeviendra. Allant de l'un à l'autre, Marie refroidira leur amitié sans parvenir à la briser. Charles, lui, oscille sans cesse entre ses velléités théâtrales, le journalisme, les traductions, son activité la plus rémunératrice, et la critique d'art. Quand il est las d'exister, il écrit à sa mère pour lui conter sa misère, ou bien se plonge dans Joseph de Maistre et répète après lui que la rédemption est hors de portée. Celle qu'il attendait de la publication de son fameux recueil de poèmes, finalement appelé Les Fleurs du Mal, n'arrive pas, et c'est tout le contraire. Il est convoqué par la justice le 20 août 1857. Merci d'avoir écouté ce premier volet des Récits du Figaro consacré à Charles Baudelaire. Dans le prochain épisode, nous évoquerons le procès des Fleurs du Mal et les dernières années de mélancolie et de misère passées entre la Normandie et la Belgique. Cet épisode a été écrit par Irina de Chikov pour le Figaro hors-série et réalisé par l'équipe Figaro Live et Bababam avec la voix de Xavier Imbona. Pour en savoir plus sur l'histoire peu commune de ce poète maudit et son œuvre, je vous invite aussi à découvrir sur Figaro Store le numéro du Figaro hors-série Baudelaire, le spleen de la modernité.